En 2017, Olivier Nuss, patron d'Universal Music France, déclarait «Le streaming est et sera demain la source principale d'écoute de musique». Notre invité est lui aussi confronté à la croissance du streaming dans son secteur. Salut Ardavan Safaé, bienvenue Salut dans Simon. Vocal. Merci. Tu es président de Pathé Film. Est-ce que tu partages le même avis qu'Olivier Nuss dans le secteur de la production audiovisuelle? Production de visuel sans doute, mais je pense quand même que... Alors moi, je travaille aussi sur le cinéma. Bien sûr. Je pense que l'avenir de la salle est encore bien bielle. On a souvent parlé dans l'histoire du cinéma du fait que le cinéma allait peut-être mourir quand la télé était arrivée, quand le DVD était arrivé. À chaque fois, on a toujours parlé de la fin du cinéma. Et pour le coup, la salle de cinéma reste quand même très présente. Le streaming est évidemment un des futurs, c'est pas le seul, parce que la création de visuel et cinématographique, elle passe par différents médias. Elle passe d'abord par la salle, elle passe aussi par le streaming, mais elle passe aussi par les chaînes de télévision. Et j'ai quand même l'impression aujourd'hui que les chaînes de télévision vont rester, je pense, une source importante de diffusion. Finalement. Est-ce que on entend beaucoup, justement, tu le disais, le cinéma summer ou autre, etc. Au-delà de mourir, ce que je ne pense pas du tout, est-ce qu'il est en train de connaître quand même une rupture et une nécessité de se réinventer? Évidemment que le Covid a accéléré un changement qui était déjà en cours en fait, parce que l'arrivée des plateformes de streaming était un élément disruptif énorme pour notre industrie. On doit se réinventer, évidemment, on doit réfléchir, et c'est notre travail de tous les jours, réfléchir à qu'est-ce qu'on offre aux gens pour la salle. Maintenant, chaque idée fait l'objet d'une réflexion. Est-ce que c'est un film pour la salle de cinéma? Est-ce que c'est un film pour la télévision? Est-ce que c'est un film pour une plateforme? Et c'est une réflexion permanente de se réinventer sur la manière même dont on va réfléchir, concevoir, produire et fabriquer les films demain pour la salle ou les plateformes de streaming. Comment on se réinvente justement? Toi, dans ton quotidien, j'imagine que les idées doivent fuser dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'idée pour réinventer le cinéma? Réinventer le cinéma, c'est assez ambitieux. Ouais. C'est en fait accepter qu'aujourd'hui, il y a des habitudes qui ont été prises, des gens qui peuvent regarder aujourd'hui tous les jours un film chez eux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques années, puisqu'il n'y avait pas de plateforme de streaming et les chaînes de télévision n'avaient pas le droit de passer des films un certain soir dans la semaine. Donc c'était le seul moyen de regarder un film, c'était soit en DVD, soit aller en salle de cinéma. Comment on fait nous? On se dit que pour attirer les gens dans une salle de cinéma, pour qu'ils prennent le temps de sortir de chez eux, payer... en moyenne, c'est 6-7 euros, parfois plus de 15 euros une place de cinéma. Quand on est 4 personnes, plus le popcorn, il faut leur donner quelque chose d'exceptionnel, d'événementiel, de spectaculaire, qui sort de l'ordinaire et qui sort justement de ce qu'ils peuvent voir facilement chez eux à moindre coût. Donc ça passe notamment à travers des innovations technologiques. On le voit dans les salles de cinéma avec la 4K, avec... j'ai pas le nom de toutes ces technologies, mais en tout cas amener à une expérience beaucoup plus immersive, c'est ça? Mais on y réfléchit aussi sur les films. Alors sur les salles, ça a été vraiment une transformation premium qui a été établie. Effectivement, le 4DX, l'IMAX, le Dolby sont vraiment des technologies très innovantes qui marchent de mieux en mieux dans nos salles. Côté film, on fait la même chose. Donc le prochain film de Jean-Jacques Hano qu'on a produit, qui s'appelle Notre-Dame brûle, sur la catastrophe de l'incendie de Notre-Dame, va être projeté en IMAX. C'est quasiment le premier film français qui sera fait en IMAX. Et donc on va aussi, sur l'ensemble de nos films, comme ça, les films spectaculaires, grands spectacles, on va réfléchir à comment on les adapte dans les nouvelles technologies pour la salle. Et alors du coup, il faut le rappeler quand même, tu es président de Pathé Film. C'est quoi le quotidien du président de Pathé Film? Alors c'est un savant mélange de gestion et de création. C'est quand même... grosso modo, des rendez-vous et des réunions de 9h à 19h. Ouais, c'est ça. Ou des appels téléphoniques, ou des Zooms, des Teams. Donc c'est malheureusement parfois, on s'absorbe dans la gestion quotidienne et dans le fait de pouvoir répondre à des questions, mais on doit aussi se laisser le temps, et c'est aussi mon métier, de trouver les films de demain, les talents de demain, les producteurs de demain avec qui on va travailler et qui vont rentrer un petit peu dans notre réflexion de création pour le futur. Donc c'est évidemment beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres. Ouais. Et ça qui est intéressant, c'est pour le coup, c'est vraiment mon métier de président d'aller à la rencontre des nouveaux talents et des nouveaux talents de demain pour apporter les projets spectaculaires et les projets importants du futur. Des nouveaux talents justement, est-ce que tu peux nous dire, le président de Pathé Film, il mise sur quel talent par exemple? Est-ce que tu as un nom d'un producteur ou d'un réalisateur qu'il faut suivre en ce moment? La petite pépite de Pathé Film? Petite pépite de Pathé Film. En fait, on a fait un film qui s'appelle Eiffel. Ouais. Avec un garçon qui s'appelle Martin Bourboulon, qui avait fait 2 comédies, Papa ou Maman, Papa Maman 2.
Et il a été séduit par ce projet et on l'a lancé aussi sur les Trois Mousquetaires, qu'il a pris vraiment à bras le corps, qui a été écrit par Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, mais il a repris à bras le corps vraiment le tournage de ce film. Et c'est un jeune réalisateur très talentueux. On mise vraiment sur lui pour faire des films de plus en plus, on va dire, événementiels et spectaculaires dans le futur. À l'inverse, Pathé mise aussi sur des grosses productions. C'est quoi la prochaine grosse production qui devrait arriver prochainement? Alors il y en a plusieurs, donc il y a Notre-Dame brûle de Jean-Luc Cano, il y a Astérix, le 5e Astérix qui a été réalisé par Guillaume Canet. C'est quand? Bientôt, pas bientôt, mais le tournage a été terminé cet été, on est en post-production, donc on annoncera une date de sortie d'ici la fin de l'année. Et l'autre gros projet, c'est les Trois Mousquetaires en 2 parties, donc aussi réalisé par Martin Bourboulon, qui est en ce moment en tournage jusqu'à fin avril. Avant, on parle justement de la production. Avant d'être président de Pathé Film, tu travaillais dans la production justement. Souvent, quand on parle de producteur, on a l'image de celui qui sort les sous-sous. Mais finalement, est-ce que ça correspond qu'à ça, la mission de producteur, ou ça va au-delà de juste payer le film? Alors il fut un temps où le producteur était aussi celui qui prenait tous les risques sur les films, Ouais. qui investissait parfois son argent personnel sur les films. C'est un peu le cas en développement, quand il conçoit, quand il réfléchit à l'écriture avec un auteur, un scénariste, un réalisateur. Mais après, son travail aussi en tant que producteur est de trouver l'argent. En fait, la responsabilité du producteur, c'est la bonne fin du film. C'est de faire en sorte que le film existe, soit fabriqué, soit post-produit, soit sorte en salle et sorte sur tous les médias. Donc c'est vraiment la bonne fin, la livraison du film. Donc il est là pour trouver l'argent et faire en sorte que le film se fasse. Donc c'est un métier qui est très différent d'une autre. Et c'est sans doute le métier le plus difficile du secteur. Parce qu'il travaille, en fait, produire un film, c'est un saut dans le vide permanent. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer sur ce film-là. Et en tant que producteur, c'est parfois 2, 3, 4, 5 ans de travail, sans vraiment savoir quel va être le résultat final. Et on va se retrouver le mercredi, jour de la sortie, à 14h, 15h, et on va se dire, ce travail pendant 2-3 ans a été extraordinaire, ou finalement, il faut passer à autre chose tout de suite. Ouais, donc c'est un peu la sanction très très dure du jour de la sortie. En tant que studio, chez Pathé, on sort 10 films par an, donc on passe d'un film à un autre. Alors évidemment, c'est des investissements importants, donc quand un film ne marche pas, c'est assez important de se poser la question de pourquoi, mais on passe toujours au film suivant. Un producteur, lui, quand il n'a pas la chance de produire 3-4 films par an, c'est un renouvellement permanent. Donc pendant 3 ans, il doit réfléchir et se poser la question en permanence, est-ce que je suis en train de partir sur la bonne voie? Et est-ce que ce film va marcher? Et je n'aurai la réponse que le jour de la sortie. C'est ça. En parlant de production, est-ce que vous, chez Pathé Film, vous travaillez avec les plateformes comme Netflix, Amazon Prime et autres? Est-ce que, on peut souvent croire, on peut diviser le cinéma de ces plateformes de streaming, mais finalement, est-ce que vous travaillez ensemble quand même? Bien sûr, on travaille ensemble parce que les plateformes de streaming sont d'abord des plateformes de diffusion de films. Donc on a beaucoup de nos films qui sont diffusés sur Netflix ou Amazon ou Disney+ aujourd'hui, des films du catalogue de Pathé, donc on a des accords souvent avec elles. Et puis on a aussi sur des films plus récents, un exemple c'est Le Chant du Loup, c'est un des premiers films sur lequel on a travaillé avec Netflix. Netflix a pris des droits de diffusion en France et dans le monde entier sur ce film-là, avant même sa sortie en salle. On a aussi eu récemment une autre expérience avec Netflix d'un film de Danny Boone avec qui on travaille depuis longtemps, et on a fait un film uniquement pour la plateforme, c'est-à-dire qu'il ne sortira pas en salle, qui sortira sur la plateforme de streaming, et on a fait ce film pour Netflix avec eux. Et c'était une des premières expériences qu'on avait eues avec eux de ce point de vue-là. Est-ce que justement de travailler avec ces plateformes, c'est aussi une chance pour Pathé Film de diversifier son catalogue de films et aussi de découvrir aussi de nouveaux talents? C'est une chance effectivement pour réfléchir à d'autres types de genres de films et, comme tu dis, des nouveaux talents, parce que comme on veut événementialiser et rendre vraiment l'industrie du luxe la sortie en salle, il faut pouvoir trouver des moyens de faire émerger les nouveaux talents de demain, et les plateformes peuvent être effectivement un moyen de découvrir, tenter, faire des nouvelles choses, et ces moyens qui nous offrent d'être internationaux et de pouvoir diffuser les films dans le monde entier, c'est une vraie chance pour nous. En parlant de plateforme, il y en a une qui, à l'inverse, aurait déclaré vouloir boycotter les salles françaises. Je parle de Disney. Quand tu as vu cette annonce, comment tu as réagi? Pour moi, Disney est vraiment l'emblème du cinéma et du film. Ils sont lancés dans la série et dans le streaming, et c'est une bonne chose. Je pense que Disney ne tournera jamais le dos à la salle. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est dans leur ADN. Et d'autre part, économiquement, ça ne fait assez peu de sens de se passer d'une sortie en salle. Des films comme les Avengers,
génèrent pas loin de 2 milliards de recettes dans le monde entier. Ouais. Jamais ils ne pourront générer un type de recette comme cela sur la plateforme. Donc je suis sûr qu'ils reviendront et ils resteront en salle. D'ailleurs, le patron de Disney Monde est récemment revenu sur ses déclarations d'il y a quelques temps, puisqu'ils avaient décidé de sortir des films en salle et sur la plateforme en même temps. Et ils ont décidé là, pour le coup, sur les prochaines sorties, d'avoir une exclusivité purement salle et de réserver la plateforme à 45 jours, je crois, après la sortie en salle. Donc ils ont déjà intégré le fait que la salle était encore un élément important de valeur pour eux. Ce qui s'est passé à la réouverture leur a redonné confiance aussi. Toi, en tant que président de Pathé Film, on a vécu quand même 2 ans compliqués pour le secteur du cinéma. Est-ce que tu arrives quand même à en retenir du positif ? Oui, il faut toujours retenir du positif, il faut surtout retenir des leçons pour l'avenir. Et le positif, pour moi, ça a été une remise en question, une remise en cause du type de film, de scénario qu'on voulait faire pour demain. Et ça nous a permis de se reconcentrer sur notre métier de producteur et distributeur pour la salle de cinéma et d'aller à la rencontre de nouveaux talents, de nouveaux producteurs. Et ça a remis, je pense, un petit peu de motivation aussi chez tout le monde dans les équipes pour faire quelque chose de nouveau. Voilà. Alors d'avance, ça y est, on rentre dans la dernière minute de l'émission. Je vais donc te poser une série de questions où tu vas devoir nous raconter tes dernières fois. Alors est-ce que tu es prêt ? Si. Allez. Le dernier film que tu aurais aimé produire ? Que j'aurais aimé produire. 1917. Le dernier navet que tu as vu. Le dernier navet que j'ai vu. Suicide Squad. La dernière musique que tu as écoutée avant de venir. Juliette Armanet. Ok. La dernière production Netflix qui t'a vraiment ébloui. J'ai regardé Clickbait récemment en série, qui est vraiment très très bien. Et enfin, j'ai une dernière question que j'assume à peine, mais la dernière fois que tu as mangé du pâté. La semaine dernière. Avec grand plaisir. Merci Simon. Merci Arnaud d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine discussion au calme. Salut.